Rwanda 1994, le génocide des Tutsis. Le Rwanda, surnommé le pays des 1000 collines, est un pays d'Afrique de l'Est. La population rwandaise est composée de Tutsis et de Hutus qui parlent la même langue et pratiquent la même religion. Entre avril et juillet 1994, dans un contexte de haine raciale et de lutte armée pour le pouvoir, le gouvernement extrémiste Hutu organise le génocide de la population Tutsi. En 100 jours, plus de 800 000 Tutsis sont exterminés de manière intentionnelle et planifiée. Nous allons donc nous demander quelles sont les causes et les modalités du génocide des Tutsis au Rwanda. Nous allons d'abord tenter de comprendre comment un tel événement a pu se déclencher, puis nous analyserons le processus génocidaire et enfin, dans une troisième partie, nous nous pencherons sur les mémoires. Alors voyons pour commencer ce qui a causé ce génocide. Tout d'abord, on constate une opposition séculaire entre Hutus et Tutsis. La politique d'assassinat massif des Tutsis est en effet le produit d'une option politique extrémiste, mais aussi de la diffusion, dans la longue durée, d'une idéologie raciste. Dès le XVIIIe siècle, il existe un antagonisme ethnique entre Tutsis et Hutus. Par la suite, le colonisateur belge va s'appuyer sur la minorité Tutsi pour gouverner en exploitant et en approfondissant la division entre les deux ethnies. En 1962, le pays accède à l'indépendance. Le groupe Hutu majoritaire et longtemps opprimé parvient alors au pouvoir. 20 000 Tutsis sont assassinés et 300 000 doivent s'exiler entre 1961 et 1967. Enfin, en 1987, des réfugiés Tutsis des pays voisins créèrent le FPR, Front populaire patriotique rwandais, afin de reconquérir le pouvoir. C'est dans les années 1990 que se met en place la planification du génocide. En effet, dans le début des années 1990, la situation se dégrade. La haine et la discrimination des Tutsis est instrumentalisée par le pouvoir et relayée par les médias. Par exemple, les 10 commandements des Bahutus constituent une sorte de décalogue raciste et haineux. Il bannit toute relation entre les deux ethnies. Les Tutsis sont donc érigés en figure irréductible de l'ennemi. On voit ici ces 10 commandements publiés dans le journal Kangura. On peut lire par exemple dans l'article 1 que tout Hutu qui épouse une femme Tutsi est un traître. Ou encore dans l'article 5 que tous les postes stratégiques, politiques et militaires doivent être confiés aux Hutus. En parallèle, des milices se forment et elles bénéficient du soutien des autorités légales. Ainsi, la minorité Tutsi subit des attaques et des groupes entiers sont massacrés avec la complicité de l'armée rwandaise. La France, pourtant bien consciente de la situation, fournit des armes au Rwanda. Alors nous allons maintenant étudier dans une deuxième partie le processus génocidaire. Alors voici tout d'abord la chronologie des événements. Alors nous avons ici l'attentat contre l'avion du président Hutu le 6 avril 1994, qui est le prétexte au déclenchement du génocide. Le soir même, les forces armées du régime, donc les FAR, établissent des barrages sur les principales artères de la capitale et au matin du 7 avril, les milices entament les massacres. Les tueries s'étendent rapidement dans tout le pays et les Tutsis sont donc pris au piège par le maillage organisé du territoire. En 100 jours, les 3/4 de la population Tutsi du Rwanda est exterminée. Cela fait entre 800 000 et 1 million de morts, dont 54% des victimes furent des femmes et des enfants de moins de 15 ans. On peut voir sur ce diaporama le résumé des premiers événements à partir du 6 avril jusqu'au 12 mai, jour où un responsable de l'ONU emploie pour la première fois le terme de génocide pour qualifier le massacre de la population Hutu. On voit aussi qu'en parallèle du génocide, les forces Tutsi du FPR, dirigées par Paul Kagame, lancent l'offensive dès le 8 avril et avancent vers Kigali. Les massacres ne prennent fin qu'après la victoire FPR marquée par la prise de Kigali le 4 juillet et de Jissanvi le 17 juillet. Penchons-nous à présent sur l'origine des massacres. L'armée gouvernementale est entièrement mobilisée dans les massacres, en dépit de l'avancée des groupes du FPR, mais les missiles et les civils sont aussi des acteurs du génocide. Ainsi, la dynamique meurtrière verticale avec l'administration et l'armée se conjugue à la dynamique horizontale, donc toutes les composantes de la société
pour organiser les tueries. On peut donc dire que le génocide des Tutsis est un crime d'État mais aussi un crime populaire, car les préfets, les maires et les autorités religieuses cautionnent les meurtres, les viols sont également encouragés. Donc des dispositifs de surveillance et de traque sont menés partout par des groupes de tueurs équipés de machettes, gourbins ou encore armes à feu. Puis, les médias sont également mobilisés dans cette entreprise d'extermination. Ainsi, la radio, la télévision libre des 1000 collines encourage quotidiennement les auditeurs à attaquer les Tutsis. Des propos haineux sont diffusés sans arrêt. Vous allez mettre le feu aux Tutsis et ils vont regretter d'être nés. Faites du bon travail. Ou encore, les fosses sont encore à moitié vides, vous devez les remplir. Ainsi, l'église de Nyamata, où plus de 10 000 personnes furent tuées aux alentours du 15 avril, est un exemple du caractère systématique des massacres, les espaces sociaux de proximité devenant des lieux d'extermination. L'endoctrinement de la population est tel que les voisins les plus proches commettent l'innommable. C'est ce qui est le plus effrayant dans ce génocide. Les bourreaux ne sont pas des monstres inconnus, mais des proches des victimes. Par exemple, les enfants souvent cachés par leurs parents chez les voisins hutus sont livrés aux tueurs et assassinés. On a aussi des exemples de voisines qui amènent les petits-enfants qu'elles connaissent jusqu'aux fosses communes pour qu'ils soient tués par les milices. C'est pourquoi les historiens parlent d'un génocide de voisins. On va s'interroger à présent sur la réaction de la communauté internationale. En fait, la communauté internationale n'intervient pas. L'ONU réduit même ses effectifs sur le terrain le 21 avril. On peut donc dire que la communauté internationale a assisté passivement au massacre. Ce n'est que le 22 juin 1994 qu'est lancée l'opération Turquoise, composée de 2500 militaires français qui mettent en place une zone de sécurité dans le sud-ouest du pays pour protéger les populations civiles. Mais, paradoxalement, cette zone de sécurité accueille en grand nombre des miliciens hutus et des responsables gouvernementaux rwandais responsables du génocide. Ils se mêlent au groupe de réfugiés pour fuir le pays. Dans une dernière partie, nous allons évoquer la vie d'après et donc les mémoires. Tout d'abord, le pays a mis en place des tribunaux populaires. Après 1994, un long travail de reconstruction de la société rwandaise commence. Créés en 2001, les tribunaux populaires, les gacaca, ont permis de surmonter le traumatisme du génocide. Ils sont une tentative de réconciliation. Ce ne sont pas des professionnels mais des habitants, des voisins, élus pour leur intégrité. C'est une justice de voisins pour un génocide de voisins. Ces tribunaux populaires sont organisés dans toutes les villes et les villages du pays. Les bourreaux et les victimes ont pu ainsi se retrouver au même endroit, chacun a pu se confronter au récit des massacres. Des cérémonies du souvenir sont également mises en place. Chaque année, le génocide est commémoré au Rwanda par une grande cérémonie du souvenir qui débute le 7 avril, jour du début des massacres. Le défi pour le gouvernement rwandais est de rebâtir l'union entre tous les citoyens, même si bien sûr, la réconciliation nationale prendra des décennies. Il s'agit aussi de saluer le courage des Justes, ces Hutus qui ont agi pendant le génocide pour sauver des Tutsis. Le devoir de mémoire et de réparation concerne aussi la communauté internationale. Le tribunal pénal international pour le Rwanda, ou TPIR, est mis en place le 8 novembre 1994 par le Conseil de sécurité de l'ONU afin de juger les personnes responsables d'actes de génocide au Rwanda. Son but est de contribuer au rétablissement et au maintien de la paix et à la réconciliation nationale au Rwanda. Par ailleurs, la date du 7 avril a été désignée par l'ONU comme la Journée internationale de réflexion sur le génocide au Rwanda. Le 7 avril 2022, des cérémonies du souvenir ont été organisées à Paris et dans plusieurs autres villes de France. Pour conclure, le massacre planifié des Tutsis constitue le dernier génocide du XXe siècle. Il a été orchestré par le parti au pouvoir, tandis que les civils se sont fait les relais locaux de la violence. Bourreaux et victimes étaient en effet des voisins. Par son ampleur, comme par les mécanismes mis en œuvre, le génocide des Tutsis a traumatisé et questionné les citoyens du monde entier. Voici pour finir la bibliographie que nous avons utilisée pour notre exposé.